Compagnon trader, bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis scalper en compte propre et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet orienté mindset. On compare souvent le trader à un joueur de casino, mais ça n'est pas la réalité. On devrait plutôt comparer le trader à un stratège et j'ai choisi le joueur d'échecs. Embarquez avec moi et je vous explique comment tirer parti des qualités d'un bon joueur d'échecs pour les appliquer à votre trading. Allez, c'est parti. Alors au sommaire, on va voir en fait aujourd'hui 3 points. 3 points, c'est une petite présentation. On va d'abord voir quelles sont les qualités d'un bon joueur d'échecs. On va décortiquer ces qualités-là. Ensuite, je vous propose de faire un parallèle avec le monde du trading. Nous allons voir comment nous passons du monde d'un stratège, d'un joueur d'échecs, au monde du trading, donc d'un scalper, d'un trader. Ensuite, je vais vous donner 3 conseils pour développer les qualités stratégiques pour devenir un bon trader. Alors pourquoi je vais vous parler d'échecs en fait en particulier? Parce que je suis moi-même un joueur d'échecs, en tout cas un ancien joueur de club durant ma folle jeunesse étudiante et j'ai choisi en fait ce thème-là parce que j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le trading. Alors le joueur d'échecs c'est avant tout un passionné comme dans beaucoup de sports, comme dans beaucoup d'activités, que ce soit culturel, que ce soit sportif, que ce soit culinaire, que ce soit n'importe quoi, vous avez le premier ingrédient du succès qui est en fait la passion. D'abord, il faut être quelqu'un de passionné. Et donc, un bon joueur d'échecs, c'est à la base une personne qui est déjà passionnée par ce sport. Parce que oui, le jeu d'échecs est un sport. Donc, il doit être capable de rester 6 heures. Et pour lui, à la limite, c'est même pas du tout une contrainte. Il peut rester sans problème un dimanche après-midi sur un tournoi ou sur un match, à rester en fait des heures et des heures dans une partie. La deuxième qualité, c'est que c'est un observateur. Il travaille 100% sa mémoire visuelle et cognitive, c'est-à-dire qu'il enregistre également les séquençages des coups, il se souvient de la partie du début à la fin, il se souvient des schémas, il est capable d'enregistrer donc un certain nombre de paramètres dans sa tête visuelle pour capitaliser sur son expérience, sur tout ce qu'il a vu au cours des parties antérieures. Malgré des atouts qu'on peut avoir de façon innée ou qu'on a acquis par l'expérience, le passionné, que ce soit un joueur d'échecs ou autre, en fait, un joueur d'échecs en l'occurrence, c'est un bosseur. Il passera des heures et des heures à potasser ses bouquins, à potasser ses ouvertures dans des bases de données. Si vous prenez Kasparov, si vous prenez des grands champions d'échecs, ils passent énormément de temps, et pas uniquement quand ils deviennent champions du monde. Également, il regardera les parties de ses pairs, et ce, même si c'est un champion du monde, il doit toujours se tenir au courant, il doit toujours analyser, il doit toujours se remettre en question, et bosser, bosser, bosser pour se maintenir au top. C'est un fin stratège, en fait, il va se renseigner, quatrième point, sur ses adversaires. Moi, je me souviens, quand je jouais aux échecs en club, je me renseignais, je savais qui j'allais affronter, je savais l'historique de ses parties via les bases de données, je connaissais ses points faibles, je savais ses statistiques, et je pouvais éventuellement jouer de ce paramètre-là en connaissant ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Si par exemple, ses points faibles, ce sont mes points forts, je ne vais pas hésiter à jouer des ouvertures qui seront plus à mon avantage qu'au sien. Le cinquième point, le joueur d'échecs n'est pas seulement un stratège, c'est aussi un fin tacticien qui est capable en permanence de se remettre en question, d'adapter sa stratégie, d'adapter son plan en fonction des coups de l'adversaire. Ce n'est pas seulement quelqu'un de très créatif qui a un plan fixé, il doit en fait s'assurer de son exécution millimétrée, de son exécution parfaite et toujours se réadapter en fonction du jeu de son adversaire. Sixième point, le bon joueur d'échecs est une personne qui garde son sang-froid dans les situations stressantes. Par exemple, au jeu d'échecs, nous avons le facteur temps qui est très important. Il y a l'espace et l'échiquier et la façon dont on déploie ses figures dans cet espace, mais il y a aussi le facteur temps qui est très très important, surtout quand celui-ci vient à manquer en fin de partie ou dans des parties très courtes. On est obligé effectivement de gérer ce réservoir-là de temps de façon efficace et donc avec beaucoup de sang-froid. C'est ce qui fera la différence entre un bon joueur d'échecs et un champion par exemple. Septième point, un bon joueur d'échecs débriefe systématiquement ses parties pour faire son autocritique et également pourquoi pas faire l'autocritique de son adversaire. C'est des choses qui se font en fin de partie. On peut discuter avec son adversaire et analyser bien sûr la partie avec lui. Quoi qu'il arrive, le débriefing c'est un point mais vraiment capital dans beaucoup de domaines.
Le débriefing, c'est ultra important. Si vous êtes un joueur d'échecs voilà, de top niveau, vous devez en effet faire votre autocritique à froid après le match. Les émotions sont retombées et vous allez analyser coup par coup votre partie et analyser les endroits où vous avez possiblement fait des erreurs, où vous auriez pu mieux jouer. Enfin, dernier point, la performance d'un joueur d'échecs se mesure à son classement Elo. Et donc le classement Elo, c'est un classement qui dure toute la vie du joueur d'échecs, toute sa vie active, je dirais, et qui est basé sur les vases communicants. Si je gagne contre un adversaire, je lui prends des points. Si c'est mon adversaire qui gagne, je lui en restitue. Enfin, dernier point bonus, je dirais qu'un joueur d'échecs, c'est un bon joueur. Même si il perd parfois, c'est normal, ça fait partie du jeu. On peut gagner, mais on peut perdre aussi. On n'est pas tous des champions du monde. Et donc, il accepte la perte avec philosophie. Et surtout, c'est quelqu'un donc d'adulte, de responsable, qui sait très bien que s'il perd, il peut se retourner que contre lui-même. Maintenant, nous allons analyser comment définir un bon trader et on va faire en fait des parallèles avec le joueur d'échecs. Vous allez voir que c'est assez bluffant. Un bon trader, c'est aussi quelqu'un de passionné. Je dirais que c'est quelqu'un qui est capable par nature de rester des heures et des heures devant les graphiques sans problème. Il le fera avec un grand plaisir. Un bon trader est également très observateur. C'est un fin observateur. Le trading, c'est quelque chose de très visuel. Les gens qui ont une bonne mémoire visuelle ont un avantage par rapport aux autres dans le trading. Il faut savoir se souvenir des figures, des patterns. Il faut savoir les visualiser, les reconnaître. Il faut savoir également capitaliser sur cette expérience-là visuelle, soit en tenant un journal ou en écrivant ses observations les plus importantes. Le bon trader est quelqu'un qui, par nature, va toujours se tenir au courant, soit de l'actualité, soit de sa technique à lui. C'est quelqu'un en fait qui est capable de remettre en question ses acquis et qui est capable ainsi d'apprendre de nouvelles choses. Un bon trader, c'est un stratège aussi comme un bon joueur d'échecs. Avant d'opérer sur les marchés, il doit connaître absolument les zones clés les plus importantes du graphique. Il doit se tenir au courant de l'actualité géopolitique globale. Et ça va lui donner en fait la température du marché, l'état d'esprit des investisseurs à un moment donné. Moi, je n'imagine pas intervenir sur les marchés financiers sans être au courant de l'actualité, sans être au courant de comment, par exemple, si c'est le matin, comment on clôturait les États-Unis, comment on clôturait les pays asiatiques. Et je suis incapable de trader si j'ai pas en fait repéré les zones les plus importantes sur le graphique, celles où je vais intervenir. Bien sûr, ce n'est pas qu'un stratège, on peut définir des zones, on peut être redoutablement performant pour déterminer des zones de travail. Vous allez voir, si vous faites des analyses marché de votre côté, vous allez voir que très souvent, vous avez bien raison, mais une analyse marché, en fait, un travail préparatoire stratégique ne fait pas tout le travail. Vous pouvez être un excellent analyste, mais un très mauvais trader. Et donc, à cela, la partie stratégique se rajoute une partie tactique. Il faut savoir, en fait, rentrer sur le marché, timer ses positions, repérer le bon moment quand intervenir. Comme un bon joueur d'échecs, un bon trader doit savoir garder son sang-froid, surtout en fait en position. Vous êtes soumis à beaucoup d'émotions, il y a une montée de tension, forcément vous avez envie de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, vous êtes tiraillé par des doutes, et donc il faut savoir agir toujours avec sang-froid, toujours en respectant une méthode, un système, une discipline. Le septième point, nous avions parlé de débriefing pour le joueur d'échecs. Le débriefing est ultra important, que ce soit un joueur d'échecs d'ailleurs ou un pilote de chasse. On n'imagine pas un pilote de chasse rentrer de mission et ne pas débriefer. Il débriefe, il débriefe, il débriefe, il apprend comme ça. C'est pareil pour un très bon trader, il doit en fait débriefer lui-même de sa journée de trading. Je parle donc des scalpers en l'occurrence. Il va regarder les trades gagnants, les trades perdants, tenir à jour un journal si besoin, noter ses observations, etc. Un bon trader sait qu'il n'est pas toujours gagnant face au marché. On peut gagner, on peut perdre, voilà, on peut faire des journées où on ne trade pas. Dans tous les cas, ça fait partie du métier. Et ça, en fait, il faut savoir l'accepter. Voilà, maintenant, je vais vous donner en fait 3 petits conseils très simples. Comment je peux vous aider à devenir ou à développer le joueur d'échecs qui est caché en vous. Je vais vous donner 3 conseils. Mon premier conseil, c'est toujours essayer de comprendre la psychologie des marchés. Bien sûr, il n'est pas facile de l'expliquer. On ne demande pas de comprendre les tenants et les aboutissants, mais on doit toujours en fait essayer de la voir, essayer de toucher et accepter cette psychologie des marchés qui est changeante. Maintenant, on va passer un court temps sur un petit graphe pour vous expliquer ce que c'est la psychologie des marchés. Beaucoup parlent de la psychologie des foules et en fait, on n'arrive pas des fois à comprendre ce dont on parle. Là, je vais vous faire un petit graphique très simple, c'est pas de moi, c'est sur internet, je l'ai juste recopié sur mon slide.
Voilà, vous avez en fait une belle sinusoïde. Ça, on va dire que c'est le cours d'un actif, c'est le prix. Il monte à certains instants et puis après à d'autres ça descend, vous voyez, donc ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes. Les marchés financiers sont comme ça. Sur cet actif, on va placer des points comme ceci qui vont représenter en fait un certain nombre d'états émotionnels qu'un investisseur, qu'une foule en fait, on va dire, peut ressentir à un moment donné. Donc on va commencer par l'optimisme, d'accord? Vous avez un marché qui commence à croître, il y a de l'optimisme. Mettons, vous pouvez mettre le Bitcoin derrière cet actif, je pense que ce serait très parlant. L'enthousiasme laisse place à un emballement et donc vous arrivez en fait au summum de l'emballement qui est l'euphorie. Suite à l'euphorie, très souvent, eh bien en fait on prend les bénéfices, les marchés se calment et donc ça laisse place à l'anxiété. L'anxiété laisse place à la négation et ainsi de suite. La crainte, le désespoir, ça baisse et il y a la panique. On finit par capituler, on se décourage. Et en fait, le point culminant de ce pic, c'est bien donc la dépression. Mais la dépression ne dure jamais très longtemps. On revient vers un petit peu d'espoir, un soulagement, et ainsi de suite. On retrouve de l'optimisme. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va essayer de vivre la journée d'un trader par rapport, mettons, à une situation qui est très semblable à celle-ci. Tiens, voilà, le prix monte. Le trader se dit, les cours montent, il faudrait que je suive le marché, donc j'achète. Ce trader-là se met en position, il achète. Il arrive à un état d'emballement, voire même d'euphorie, il se dit c'est chouette, ça monte, c'est en train d'exploser, allez je réinvestis, hop, il recharge. L'euphorie est passée, le marché se rétracte un tout petit peu, et donc il se dit bah, je vais attendre, ça va remonter, allez je vais remettre un petit peu de sous dans ma position. Ensuite, bien sûr, c'est la négation, il se dit tiens, ça baisse, je vais faire une super affaire, allez, je double. Après la négation, il se dit tiens mais c'est bizarre, là on est quand même pas mal redescendu, il y a un sentiment de crainte sur les marchés, il se dit waouh, bon là ça va pas très bien pour moi, bon bah dès que je retrouve mes cours d'achat, là je revends tout, ça suffit, les montagnes russes, j'en peux plus. Là je vous ai mis un petit bonus, le mode désespoir, mais que fait le gouvernement? Ça descend, donc on est en mode panique, et on se dit c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça, on va forcément atteindre notre plancher. Arrive ensuite l'étape de la capitulation. On a envie d'abréger nos souffrances et donc on sort de position et on se dit voilà c'est terminé, on m'y reprendra plus. Suite à la capitulation, le découragement, en fait on regarde le marché, on est sorti de position et en fait on va essayer de se rassurer par rapport à ça, se redonner un petit peu de baume au cœur. On se dit bah voilà j'ai bien fait de vendre, ça continue de baisser. Bien sûr, cette phase dépressive ne dure jamais très longtemps sur les marchés financiers. Après la pluie, le beau temps, et donc on a une accalmie, et donc très souvent une petite phase d'espoir après la baisse. Alors très souvent il y a un petit pull-up, on redescend, et puis on remonte tout doucement, et donc nos traders se disent ça alors, ça remonte. Suite à cette phase-là, donc là on est sur une phase de marché de soulagement, donc les investisseurs rachètent. En fait, c'est très semblable à la courbe du coronavirus. J'ai dit le Bitcoin, mais le coronavirus, en fait, vous avez une énorme baisse sur les marchés, là, qui s'est faite. Et puis, notre trader qui se dit, il s'est fait donc rincer complètement, il se dit encore des fous qui vont se faire avoir, etc. On arrive à la dernière phase, qui est le regain d'optimisme. Et donc, cet ami trader se dit, zut, je vais quand même y retourner, ça sera moins cher que la première fois, et rebelote. Donc voilà, en fait, quand vous analysez un actif financier, essayez de repérer en macro où sont ces 15 états émotionnels qui sont représentés là par les petits ronds rouges. Parce que vous allez voir, ça se passe vraiment très très souvent comme ça. Vous regardez le Bitcoin, vous regardez les indices mondiaux, et là on est vraiment pile poil dans une phase en fait de soulagement. Mais on ne sait pas, est-ce que ça va durer, est-ce qu'on va avoir une deuxième vague de baisse? C'est possible, ça fait partie du jeu. C'est pas le chaos, à chaque fois on touche un fond, on sait pas où, mais il y a toujours un moment donné où on tourne et il y a un regain effectivement d'espoir, de soulagement sur les marchés financiers. Donc il faut essayer de remettre ces éléments-là en fait dans le contexte de votre actif. Mon deuxième conseil pour développer en vous le joueur d'échecs caché, c'est de penser stratégique, de viser en fait le prochain coup. Faites comme ce joueur d'échecs, il calcule en avance les coups de son adversaire. En fait, il a plusieurs scénarios dans sa tête. Si mon adversaire agit comme ça, je suis prêt à répondre ça. S'il agit comme ceci, je suis prêt à répondre ceci. En effet, il n'y a rien de pire que ce trade impulsif, c'est ce fameux trade que vous prenez et que vous regrettez aussitôt après l'avoir pris. C'est un trade qui ne rentre pas dans le plan, mais voilà, c'est ce peur du manque, vous avez envie d'attraper le mouvement en cours de route, vous avez envie d'attraper l'euphorie et vous tradez. Non, donc restez-en au plan, calculez toutes les alternatives,
ayez toujours donc le prochain coup d'avance dans votre tête. Enfin, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer d'être toujours maître de vos émotions. C'est ultra important, surtout quand vous êtes en position, vous êtes traversé par plein de sentiments de marché différents. Est-ce que je garde? Est-ce que je vends? Est-ce que je renforce? Etc. C'est vous le pilote de la Ferrari, c'est vous qui décidez et personne d'autre. Donc maîtrisez vos envies et agissez selon le plan. Voilà, donc ma vidéo est terminée. C'était une vidéo mindset, comment développer le joueur d'échecs qui est en vous. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de laisser des likes, de vous abonner à ma chaîne, de partager le contenu si celui-ci vous plaît. Je rappelle également que je propose des coachings. Il n'y a pas toujours de la place suivant les moments, mais n'hésitez pas du coup si vous êtes intéressé à progresser dans votre trading, à penser stratégie, à passer à un cap au niveau psychologie ou tout simplement pour avoir un système de trading, n'hésitez pas à me contacter. Nous en parlons par mail, par Skype, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine fois. Ciao!